conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Et puis, relativement au décret numéro 2025-086-P-CNSP-MI-SP-AT portant création, mission et composition de la commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire informe que l'organisation des assises nationales sont prévues du 15 au 19 février 2025 au Centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Des assises nationales élaborées de mettre en œuvre un plan de communication avant, pendant et après les assises nationales, proposer un avant-projet de la charte de la transition, formuler des recommandations, élaborer le rapport provisoire et le rapport final des assises nationales. Article 3. La commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales est composée d'un président, de 8 vice-présidents, de 5 rapporteurs généraux et de sous-commissions thématiques. La commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales est composée ainsi qu'il suit. Président Dr Mahmoudou Harouna Djingarey, chef de canton de Sinder. Premier vice-président, colonel-major Maman Soulé, secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. Deuxième vice-président, M. Ibrahim Hassan Mayaki, ancien premier ministre. Troisième vice-président, M. Issoufou Katambe, ancien ministre. Quatrième vice-président, Ben Salah Hamouda Ali, leader religieux. Cinquième vice-présidente, Madame Bayer Mariama Gamache, ancienne ministre. Sixième vice-présidente, Madame Monkela Aïssata Seni, universitaire. Septième vice-président, Abdullah Seydou, société civile. Huitième vice-président, M. Ali Idrissa, société civile. Les sous-commissions thématiques sont composées chacune selon le cas d'un président et de membres ainsi qu'il suit. Sous-commission thématique numéro 1, paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Président Idi Ango Omar, ancien ministre. Membre honorable Mohamedou Bachir Harouna Ambali, chef de canton de Djundju. Cheikh Aboubakar Hassan, leader religieux. Sous-commission thématique numéro 2, refondation politique et institutionnelle. Président Nouhou Arzika, société civile. Membre Maman Omaria, conseil technique du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Monsieur Lerwan Ibrahim, conseil technique du secrétaire général du gouvernement. Monsieur Abdou Mohamed, directeur général de l'État civil, de la migration et des réfugiés. Sous-commission thématique numéro 3, économie et développement durable. Président Salaha Haladou, ancien ministre. Membre Madame Gado Hadizatou Samna, économiste planificatrice. Madame Ibrahim Tahirou Aïssata, conseillère spéciale du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Sous-commission thématique numéro 4, géopolitique et environnement international. Président M. Illo Adani, conseiller diplomatique du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Membre M. Bana Ibrahim, société civile. Sous-commission thématique numéro 5, justice et droits de l'homme. Président Dagra Mamadou, ancien ministre. Rapporteurs généraux, M. Abdou Mustafa, directeur général des affaires politiques et juridiques du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire par intérim. M. Farmo Adamou, conseiller du Premier ministre. M. Abdelkadri Hamma, directeur général de l'administration territoriale, de la déconcentration et de la décentralisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Madame Bari Bibata Nyandou, ancienne ministre. Monsieur Tahirou Gimba, expert.
les présidents et les rapporteurs des assises régionales participent aux travaux de la Commission nationale en tant que personnes ressources. Article 4. La Commission nationale chargée de la conduite des travaux des assises nationales peut faire appel à des spécialistes en lien avec les thématiques susvisées. Article 5. La Commission nationale dispose d'un comité technique chargé de préparer les assises nationales et d'un personnel d'appui. Article 6. La Commission nationale dépose son rapport final auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. La Commission nationale dispose de 3 semaines pour déposer son rapport final. Article 7. La Commission nationale établit un règlement intérieur pour encadrer le déroulement de ces travaux. Article 8. Les frais de fonctionnement de la Commission nationale sont pris en charge par le budget de l'État. Article 9. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret numéro 2024-631/P/CNSP du 2 octobre 2024 portant création de la Commission nationale chargée de l'organisation des assises nationales. Article 10. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le ministre directeur de cabinet du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger, fait à Niamey le 8 février 2025. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tchani. Merci Abaramiti pour la lecture de ce décret. Suite de cette édition, le stade général Seynou Kounché de Niamey a servi de cadre ce matin à une randonnée pédestre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. C'est une initiative du Centre national de lutte contre le cancer. C'est le ministre en charge de la santé publique qui a présidé cette cérémonie. Le point avec Jamila Amadou et Ali Abdoulaye. La lutte contre le cancer reste et demeure primordiale car faisant des ravages à travers le monde. Au Niger, la Journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée à travers une initiative de randonnée pédestre organisée par le Centre national de lutte contre le cancer. La pratique du sport est un facteur de lutte contre ce fléau et selon les médecins, la sédentarité favorise cette pathologie. Permettez-moi de remercier l'Organisation mondiale de la santé à travers sa représentation au Niger, dont l'appui a été précieux pour l'organisation de cette campagne de dépistage et de cette randonnée pédestre. Nous remercions également l'ensemble de nos partenaires qui ont bien voulu nous apporter donc leur soutien. Je ne terminerai pas mes propos sans rendre un hommage mérité au comité d'organisation qui a travaillé pour l'éclat de toutes ces activités. Plusieurs pratiques quotidiennes contribuent à lutter contre le cancer, à savoir la bonne alimentation, le sport, entre autres. Le cancer, c'est une maladie redoutable qui ne fait aucune distinction, car elle frappe les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les familles tant riches que celles qui ont des ressources limitées. Et chaque année, cette maladie endeuille des milliers de foyers à travers le monde. Je vais tout simplement dire, le cancer est une épreuve difficile pour les patients, les proches, et nécessite beaucoup de courage, de résilience et surtout de solidarité. Dans le cadre de cette lutte, des conseils pratiques ont été prodigués en vue de réduire le risque lié au cancer. En ce qui concerne les causes du cancer, les causes sont multifactorielles. Parmi ces causes multifactorielles, il y a ce qu'on appelle les causes multifactorielles modifiables. Modifiables par notre comportement. Modifiables lorsqu'on agit. Nous pouvons citer, entre autres, parmi ces causes modifiables, l'alcoolisme, le tabagisme, la sédentarité, le manque d'activité physique.
L'édition 2025 est alors une occasion pour les cadres de la santé de mieux sensibiliser les populations à éviter tout comportement visant à favoriser cette maladie qui gangrène notre société. Et puis dans le cadre de la série consacrée aux membres du gouvernement relativement au bilan de l'exécution de leur lettre de mission confiée par le chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani, vous suivrez ce soir à partir de 21h le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. En attendant, et dans l'extrait qui va suivre, Bakaria Ousangré évoque ici notre présence diplomatique dans le monde et explique aussi la notion de carte diplomatique. La carte diplomatique d'un pays, c'est l'ensemble de ses représentations diplomatiques et post-consulaires à travers le monde. En fait, c'est le réseau diplomatique à travers lequel il déroule, il met en exécution la diplomatie de son pays. Une autre précision qu'il est important de savoir, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui est présent dans les 193 pays reconnus par les Nations Unies. Il n'y en a pas un seul au monde. Celui qui vient en tête, c'est la Chine, avec 173 missions diplomatiques et post-consulaires, suivi des États-Unis. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud qui tient le tête de peloton avec 98 missions diplomatiques et post-consulaires. Au Niger, nous en avons 40, quand même. C'est pas rien. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un pays comme le Niger. Et ça va surprendre certains. On vient même avant certains pays européens. Mais il faut retenir que notre carte diplomatique, elle est axée essentiellement sur 3 aspects. Le premier, c'est l'intégration africaine. Le deuxième, c'est la politique de bon voisinage. Et le troisième, c'est une diplomatie de développement. C'est ce qui fait que sur les 40 ambassades que nous avons, 20 sont en Afrique. Et nous sommes présents dans l'ensemble de nos pays voisins. Ça conforte notre vision d'intégration et de bon voisinage. Et nous en avons 8 en Europe, 9 en Asie et 3 en Amérique. Et ça, c'est notre vision de développement. Avant le CNSP, l'Europe venait avant l'Asie. Mais nous avons procédé à des réajustements. Depuis le 26 ? Depuis le 26. On a ouvert 2 nouvelles ambassades pour tenir compte justement des nouvelles orientations, la redynamisation de certaines amitiés. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert une ambassade en Russie. On a ouvert une ambassade à Téhéran. En Iran. En Iran. Donc on a transformé notre consulat général à Ouagadougou, on l'a transformé en ambassade. Parce qu'on ne pouvait plus le laisser au rang de consulat général vu la dynamique dans laquelle nous évoluons. L'AES. Nous avons en perspective l'ouverture de notre ambassade à Ottawa, au Canada, et l'ouverture d'un consulat général au Gabon. Ottawa, parce que c'est le continent américain, c'est sur lequel nous avons le moins d'ambassades. Le Canada est un partenaire important. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que nous disposons du patrimoine. Et la résidence et l'ambassade sont des propriétés de l'État du Niger. Au Canada. Au Canada. Eh bien, sachez qu'à partir de 21h, vous suivrez l'intégralité de cet entretien. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement s'est rendu tôt ce matin à l'usine de traitement d'eau de Goudel pour constater l'arrivée des lamelles commandées. Ces lamelles vont remplacer les anciennes afin d'intensifier la production et l'approvisionnement en eau potable des populations de Niamey à quelques semaines du mois béni de Ramadan. Le point avec Lawali Moutari Menassara et Ousmane Konati. Accueilli par les directeurs généraux de la Société de patrimoine des eaux du Niger, SPEN, et la Nigérienne des eaux, NDE, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Maïzama Abdoulaye, s'est fixé 2 objectifs à travers cette visite. S'assurer d'abord de l'acquisition des lamelles commandées devant servir à remplacer les anciennes devenues vétustes et dégradées par le temps. Donner ensuite des instructions fermes aux responsables pour les travaux de remplacement dans une période maximum de 2 semaines au vu de l'approche du mois béni de Ramadan afin de soulager les populations de Niamey dont la demande s'intensifie à cette période. Le plus gros du problème, c'est au niveau de ces lamelles-là. Vous avez vu comment elles sont en train de s'effriter, de casser. Il fallait les remplacer. Nous sommes à pratiquement, théoriquement, 3 semaines du Ramadan, qui va coïncider aussi avec le pic de la chaleur. Inch'Allah, dans les 24 heures qui suivront et au plus tard le lundi, les techniciens seront à pied d'œuvre pour 2 semaines pour remplacer ces lamelles. Ce qui va nous permettre en tout cas de rehausser notre production qui est de l'ordre de 40 000 m3 jour
ou de pouvoir, à défaut, avoir une production plus ou moins stable au bénéfice de nos communautés. Une visite beaucoup appréciée par les structures sous tutelle, à savoir la SPEN et la NDE, qui ont à l'occasion explicité le déroulement des dits travaux. À travers ce matériel, c'est donc tous les 2 décanteurs de la filière 4 qui seront entièrement rénovés et plaçant du coup la filière dans des conditions optimales de son exploitation, au-delà même du rendement contractuel de 87% fixé actuellement. Et parallèlement à ces travaux qui vont être entrepris très bientôt, et nous sommes en train également d'envisager la remise en état de l'unité compacte de potabilisation de 15 000 m3 jour, toujours au niveau de cette usine, qui est également en difficulté de fonctionnement depuis quelques années. Donc, parallèlement à la rénovation de la filière 4, cette unité compacte de potabilisation sera également mise dans des conditions d'opérationnalisation qui vont permettre encore de compléter la capacité de production de l'usine de Goudel de 15 000 m3 jour supplémentaires. Au niveau des 2 sociétés, comme c'est des sociétés d'État, maintenant on parle le même langage, donc la SPEN et la NDE, on a fait des séances de travaux pour mettre en place des actions sur instruction du ministre de l'Hydraulique pour pouvoir rapidement corriger ces insuffisances. Et surtout, dans 3 semaines, c'est la canicule, c'est le mois de Ramadan, donc le mois de forte consommation. C'est pour dire que durant toutes ces années, 22 ans, ces contrats avec la société La Seine, donc opérée par Veolia, ça a été un contrat très déséquilibré parce que c'est plusieurs milliards qui s'en vont de l'autre côté. Aujourd'hui, avec la nationalisation, c'est pratiquement tous les bénéfices vont nous permettre de renouveler et de remettre vraiment en état de fonctionnement optimal toutes les installations. Le colonel Maïzama Abdoulaye s'est rendu également au niveau de l'unité compacte de production et du magasin de stockage des produits chimiques de traitement. Autre bonne nouvelle à ce niveau, une diminution significative des produits chimiques et la réduction en termes de coûts pour le contribuable nigérien. Nous avons mis à profit cette visite pour visiter au niveau du magasin un nouveau produit que nous avons, qui vient remplacer pratiquement 3 produits que nous utilisons. L'utilisation de ces produits répond non seulement à l'homologation au point de vue et normes internationales pratiquement de consommation, mais aussi c'est un plus par rapport à un gain de l'ordre de plus de 150 millions en tout cas par an, à comparer à l'achat des autres produits. Le 3e avantage par rapport à ces produits, il est produit dans un pays de l'AES. Cette avancée marque ainsi un tournant décisif dans la production et l'approvisionnement en eau potable pour les populations à l'aube de la canicule et du mois béni de Ramadan, période réputée pour une forte consommation en eau. La représentation diplomatique de la République d'Iran au Niger a célébré hier le 45e anniversaire de la révolution islamique d'Iran. C'était à travers une grande cérémonie marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur. Faisons le point avec Abdelaziz Issaka et Hamidou Abdoulaye. Ici, l'ambassadeur de la République d'Iran au Niger et le ministre en charge des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur procèdent à la coupure du gâteau marquant la célébration du 46e anniversaire de la révolution islamique d'Iran. Un événement historique célébré à Niamey à travers cette cérémonie qui enregistre, outre la présence d'autorités nigériennes, celle de membres du corps diplomatique accrédités dans le pays. Il y a 46 ans, l'une des révolutions les plus populaires du XXe siècle a été gagnée. Et avec la victoire de la révolution islamique dirigée par l'Imam Khomeini, que la miséricorde de Dieu soit sur nous. La grande nation iranienne a réussi à éliminer de la scène politique iranienne
le régime royal autocratique et dépendant de l'étranger et a mis en avant sa forte volonté de déterminer son propre destin dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels et a établi le système politique de la République islamique basé sur les principes de la démocratie. Occasion pour l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Niger de se réjouir de la bonne santé des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Niger. Le gouvernement du Niger, dirigé par le général Abdurrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a pris de très bonnes actions et développé de très bons efforts pour consolider l'indépendance et la stabilité économique et sociale du Niger au cours d'un an et demi. Ces efforts promettent prospérité, croissance et un avenir radieux pour le Niger. La République islamique d'Iran soutient la volonté du gouvernement et du peuple nigérien et est aux côtés du gouvernement et du peuple nigérien. L'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Niger a salué le courage et la résilience du peuple iranien et réaffirmé l'engagement de son pays à œuvrer aux côtés des autres nations pour un monde meilleur. Et puis je vous rappelle ce communiqué relativement au décret numéro 2. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.